Chapitre 2. Les composants de la fertilité. La compréhension des composants fondamentaux de la fertilité nous permet d'approfondir chaque aspect à optimiser pour une meilleure fertilité et une conception naturelle. Cela doit être réalisé conjointement à une vision plus large d'une bonne santé, comme expliqué plus loin. De manière générale, tomber enceinte peut être réparti en 3 composants. La qualité de l'ovule et des spermatozoïdes, le parcours des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule et la réceptivité de la muqueuse de l'utérus. Follicule, ovule. À la naissance, une femme aura entre 500 000 et 1 million follicules, contenant chacun un ovule. Chose incroyable, alors qu'une femme ovule seulement une fois par mois de la puberté jusqu'à la ménopause, moins de 500 ovules, sur les 500 000 à 1 million d'ovules, atteindront l'ovulation. Pendant chaque cycle menstruel, environ 10 à 20 follicules sont stimulés en même temps et seulement un deviendra dominant et ovulera. Ce nombre diminue rapidement à 38 ans, avec environ 25 000 restants dans les ovaires, et diminue ensuite plus rapidement jusqu'à environ 1000 restants à l'âge de la ménopause, normalement vers 49 ans. Les follicules dépendent de grandes quantités d'hormones antimullériennes, AMH, et d'androgènes, testostérone, androstendione, et globulines liant les hormones sexuelles SHBG. Le follicule convertit les androgènes en estrogènes, qui favorisent sa croissance. Les follicules ont également besoin de grandes quantités de protéines et de glucides complexes pour leur croissance. Il faut environ 85 jours de croissance pour l'ovule, du début à la fin. Muqueuse de l'utérus, endomètre utérin. La muqueuse de l'utérus d'une femme doit être suffisamment épaisse pour permettre l'implantation et la croissance d'un embryon et ne doit pas être hostile à l'implantation. Au début du cycle menstruel, la muqueuse de l'utérus est fine puisque la muqueuse a été éliminée en provoquant les saignements menstruels. La libération d'estrogènes par la croissance des follicules entraîne l'épaississement de la muqueuse. L'épaississement atteint son maximum environ le 21e jour pour un cycle menstruel de 28 jours, lorsque l'implantation de l'embryon fécondé a lieu. L'augmentation des estrogènes permet de réparer et de régénérer la muqueuse de l'utérus. La muqueuse de l'utérus s'épaissira progressivement et atteindra son épaisseur maximale vers le 21e jour, lorsque l'implantation doit avoir lieu. L'épaisseur optimale est de 7 à 8 mm avec une triple épaisseur, triple couche. Cette triple épaisseur correspond à la triple couche qui compose la paroi de l'utérus, endomètre, myomètre et périmètre. De plus en plus de femmes apprennent que leur infertilité est causée par une hyperactivité de leur système immunitaire dans l'utérus, où le système immunitaire empêche l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine. Les raisons à cela sont complexes, mais cela peut s'expliquer par du stress, un mode de vie irrégulier, une mauvaise alimentation, une consommation élevée de sucre raffiné et une exposition à de multiples substances chimiques, ce que j'expliquerai dans le chapitre 4. Sperme. Le volume de sperme pour une éjaculation normale est de 2,5 à 5 ml, avec 50 à 150 millions de spermatozoïdes par millilitre, ce qui donne un nombre normal de spermatozoïdes de 125 à 750 millions. Lorsque vous essayez d'avoir un bébé, avoir des relations sexuelles pendant la période d'ovulation envoie des millions de spermatozoïdes à la chasse d'un seul ovule. Cependant, seul 1% des spermatozoïdes atteindra le col de l'utérus et seulement environ 0,1% de chaque éjaculation atteindra l'ovaire. Depuis 1938, la santé des spermatozoïdes est en chute libre. Cela s'explique principalement par l'exposition à des substances chimiques, à un stress important et à un mauvais mode de vie et de mauvais choix alimentaires. Le simple fait de changer l'alimentation et le mode de vie d'un homme peut avoir un impact positif considérable sur la qualité de son sperme, ce que nous expliquerons dans les chapitres 7, 8, 9 et 10. Puisque les spermatozoïdes doivent voyager sur de grandes distances, ils doivent être forts et mobiles. Ce parcours du vagin jusqu'à la trompe de Fallope,
où a lieu l'insémination, aide à éliminer les plus faibles et garder les plus forts, et offre une probabilité plus élevée que les spermatozoïdes ayant de l'ADN intact dans leur tête soient capables d'atteindre l'œuf et de le pénétrer. Cependant, l'ADN présent dans la tête d'un spermatozoïde mature peut malgré tout présenter des anomalies chromosomiques. Il est donc important d'essayer d'améliorer le plus possible la qualité des spermatozoïdes. Comprendre le cycle menstruel. Le mot menstruel vient du mot latin pour mois et le mot mois provient du latin pour lune. L'origine est la même en chinois où le caractère yue correspond au cycle menstruel, mois et lune. Historiquement, les croyances disent que le cycle menstruel de la femme suit les cycles de la lune. Un cycle menstruel normal dure de 28 à 29,5 jours, ce qui correspond à la durée d'un cycle lunaire. Le cycle menstruel est composé de 2 sous-cycles, un pour les ovaires et un autre pour l'utérus. La régulation et la synchronisation de ces cycles sont la clé d'une bonne fertilité. L'hormone principale impliquée dans le cycle ovarien est l'hormone folliculostimulante, FSH, et l'hormone lutéotrope, LH, tandis que les principales hormones impliquées dans le cycle utérin sont les estrogènes, principalement l'estradiol, et les progestines, progestérone. Cycle ovarien. Le cycle ovarien est constitué de 2 phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. La phase folliculaire débute avec les saignements menstruels et la maturation d'un follicule dominant qui contient l'ovule. La phase lutéale débute avec l'ovulation et correspond à la libération de l'ovule dans la trompe de Fallope, l'insémination de l'ovule par un spermatozoïde, le déplacement de l'ovule jusqu'à la trompe de Fallope et l'implantation de l'ovule fécondé dans la paroi utérine, endomètre utérin. Cycle utérin. Le cycle de l'utérus implique la rupture de la muqueuse utérine lorsqu'une femme a ses saignements menstruels au début de la phase folliculaire, puis la formation de la muqueuse utérine à son pic au moment de la phase lutéale. Les symptômes prémenstruels, généralement considérés comme normaux, sont en réalité des indicateurs de problèmes concernant le cycle menstruel et donc la fertilité. L'acupuncture est un très bon moyen de traiter les symptômes prémenstruels en régulant le cycle menstruel et les problèmes de saignement menstruel, ce qui permet ainsi d'améliorer la fertilité. Au début du cycle menstruel d'une femme, la muqueuse de l'utérus s'élimine à cause d'un manque d'estrogène et de progestine qui sont nécessaires pour la conserver, et il ne reste donc que la couche inférieure. Des règles normales devraient durer entre 5 et 7 jours et être abondantes pendant les 3 à 5 premiers jours, puis diminuer de moyenne à légère. En général, une femme perd 50 à 90 ml de sang rouge sans caillot. Si le sang est noir et que les règles ne sont pas abondantes au premier jour ou qu'il y a des caillots, cela indique la présence d'un problème de cycle menstruel et de fertilité. Pendant les saignements menstruels, l'hypothalamus libère l'hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires, GnRH, qui enclenche la production de FSH par l'hypophyse. Cela stimule ainsi la croissance des follicules au niveau des ovaires. Les follicules entrent dans un processus appelé compte des follicules antraux, CFA. Plus la femme est en bonne santé, plus le nombre de follicules obtenus sera élevé et plus la qualité de l'ovule sera bonne. Vous pouvez améliorer la qualité de l'ovule en changeant votre mode de vie et votre régime alimentaire, comme indiqué dans les chapitres 7, 8, 9 et 10. Lors de chaque cycle menstruel, 10 à 20 follicules sont stimulés. Au fur et à mesure de la maturation des follicules, l'un devient dominant et libère des estrogènes, tandis que les autres meurent. En augmentant fortement, les estrogènes augmentent l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus et commencent la production de LH. Cela permet à l'ovule de mûrir et de s'expulser du sac folliculaire. Ovulation. Vers le 14e ou 15e jour,
Pour un cycle normal de 28 à 29,5 jours, il y a une libération massive de LH par l'hypophyse. La montée de LH commence 34 à 36 heures avant l'ovulation et atteint son maximum 10 à 12 heures avant la libération de l'ovule. La montée de LH est utilisée par les kits d'ovulation pour que les couples puissent savoir s'il s'agit d'un bon moment pour avoir des rapports sexuels. La montée de LH a lieu par pulsation, elle n'est donc pas continue, et les kits d'ovulation peuvent donc parfois ne pas détecter le pic de LH. Je vous recommande d'observer les signes d'ovulation de votre corps, voir ci-dessous, au lieu d'utiliser des kits d'ovulation qui sont souvent très chers, peu précis et qui peuvent provoquer du stress et des déceptions. La montée de LH provoque la libération de l'ovule par l'ovaire. Le follicule a alors atteint une taille de 18 à 25 cm et est arrivé à maturité. Les concentrations élevées de LH qui déclenchent l'ovulation permettent également de conserver le sac qui maintenait l'ovule, appelé corpus luteum, ainsi que sa production de progestérone, la progestine la plus importante, qui permet de maintenir la muqueuse de l'utérus. La production de progestérone commence environ 24 heures avant l'ovulation. La progestérone favorise la circulation de sang jusqu'à la muqueuse de l'utérus, ce qui permet de la maintenir. Elle augmente également la production des cellules immunitaires qui favorisent l'implantation. La concentration de progestérone reste élevée pendant environ une semaine, puis elle chute lorsque la grossesse n'est pas obtenue, ce qui cause la désintégration de la muqueuse de l'utérus et le début des saignements menstruels. Fécondation et implantation. Lorsque l'insémination naturelle a eu lieu dans la trompe de Fallope, l'embryon commence à se diviser. Segmentation. La première division a lieu 24 heures après la fécondation et se termine 6 heures après. Chaque division successive prendra un peu moins de temps. À la fin du deuxième jour, il y a 4 cellules. À la fin du troisième jour, il y a 16 cellules. À la fin du cinquième jour, il y a 32 cellules et l'embryon forme un blastocyste. Cela se produit pendant que l'embryon fertilisé descend la trompe de Fallope et se dirige vers l'utérus. En cas de blocage sur la route, par exemple du tissu cicatriciel causé par une chirurgie ou une infection, l'œuf fécondé peut se coincer dans la muqueuse de la trompe de Fallope où il commencera à se développer, causant ainsi une grossesse extra-utérine. Cela peut mettre en danger la vie de la femme. Lorsque l'ovule fécondé, zygote, a atteint l'utérus, il s'implante dans la paroi de l'utérus environ 6 jours après l'ovulation. L'ovule y parvient en creusant un petit trou dans la paroi utérine. Certaines femmes observeront de légers saignements ou des pertes rosées, car l'embryon libère du sang en creusant dans la paroi utérine, même si cela est rare. Symptômes d'une grossesse extra-utérine. Douleur vive dans l'abdomen qui peut irradier dans l'épaule ou le cou, douleur chronique présente sur un côté de l'abdomen, léger saignement ou saignements vaginaux abondants ou légers, vertige ou évanouissement, douleur à la défécation. Lorsque l'implantation a eu lieu, le débit sanguin s'accélère autour du corps de la femme et de l'utérus. Les besoins en sang et en énergie vont fortement augmenter pour la mère. C'est pourquoi certaines femmes se sentent fatiguées lorsqu'elles tombent enceintes. L'embryon commence à libérer l'hormone gonadotrophine chorionique, HCG, qui est utilisée par les tests de grossesse pour déterminer si vous êtes enceinte. Si le résultat du test de grossesse est très léger, réalisez plutôt une analyse sanguine qui peut relever de faibles niveaux d'HCG. Savoir quand il faut avoir des relations sexuelles. La plupart des femmes ovulent au milieu de leur cycle, vers le 14e ou 15e jour. Pour les couples qui essayent d'avoir un bébé naturellement, l'idéal est d'avoir des relations sexuelles 1 ou 2 jours avant le pic de LH, car les spermatozoïdes sont capables d'attendre à la proximité de l'ovaire pendant 48 heures jusqu'à l'ovulation. Cela signifie qu'il faut avoir des relations sexuelles le 12e ou 13e jour.
il faut environ 2 heures et 30 minutes pour que le spermatozoïde parvienne au col de l'utérus et dans la trompe de Fallope où l'insémination a lieu. Au milieu de votre cycle menstruel, juste avant et pendant l'ovulation, vous pouvez avoir des pertes filandreuses provenant de votre vagin. C'est ce qu'on appelle la glaire cervicale, car elle s'écoule du col de l'utérus. Le spermatozoïde monte jusqu'au col de l'utérus par les pertes glaireuses cervicales de la femme. Elles font penser à du blanc d'œuf, et c'est pourquoi on s'y réfère souvent en évoquant cette texture. Vous pouvez vérifier si vous avez ces pertes d'aspect blanc d'œuf en essayant de les étirer entre vos doigts. Contrairement à vos pertes habituelles présentes à d'autres moments de votre cycle, ces pertes devraient s'étirer. C'est lorsque vous commencez à remarquer ces pertes d'aspect blanc d'œuf que vous devez commencer à avoir des relations sexuelles. Si vous n'avez pas de glaire cervicale, cela peut vouloir dire qu'elle est présente très haut dans le vagin, qu'il y en a peu ou pas du tout. Il est possible d'utiliser un substitut artificiel lubrifiant qui reproduit la glaire cervicale de la femme pour aider les spermatozoïdes à se déplacer dans le col de l'utérus. Il est appliqué dans le vagin de la femme avant la relation sexuelle et peut être acheté dans la plupart des pharmacies. Lorsque les spermatozoïdes atteignent l'ovule, ils peuvent attendre et se reposer pendant quelques jours jusqu'à la libération de l'ovule. Les couples peuvent essayer à partir de 2 jours avant l'ovulation, puis tous les jours jusqu'au lendemain de l'ovulation, pour être certains d'avoir toutes leurs chances. Les hommes doivent éjaculer les vieux spermatozoïdes de leurs testicules 3 jours avant le rapport sexuel pour s'assurer d'avoir des spermatozoïdes frais et sains pour la conception. La fécondation doit avoir lieu 12 à 24 heures après la libération de l'ovule par l'ovaire. Il est donc préférable d'avoir des relations sexuelles avant l'ovulation plutôt qu'après. Il n'est pas conseillé d'essayer de manière excessive à d'autres moments du cycle, car cela peut conduire à des problèmes de fertilité masculine, par exemple une mauvaise qualité des spermatozoïdes, causée par un épuisement des ressources de l'organisme. Certaines femmes observent des pincements et des ballonnements quelques jours avant l'ovulation, car le follicule grossit à l'intérieur et exerce une pression sur les structures environnantes. C'est le bon moment pour essayer. Si les pincements sont douloureux, cela peut indiquer la présence de kystes ou de polypes sur les ovaires. Il peut être utile de réaliser une échographie pour identifier d'éventuelles anomalies. Certaines femmes peuvent se sentir fatiguées et vouloir manger du sucre. Cela demande beaucoup d'énergie et de ressources de produire un ovule de qualité tous les mois. L'appétit de la femme peut augmenter après l'ovulation, conséquence probable de l'épuisement physique causé par l'ovulation. Certaines femmes peuvent ressentir des douleurs lombaires, avoir des vertiges ou ne pas se sentir mentalement alertes comme en situation normale, ce qui souligne un problème de santé et de fertilité. Ces symptômes peuvent être facilement corrigés en changeant votre mode de vie et votre régime alimentaire, comme expliqué dans les chapitres 7, 8, 9 et 10. Courbe de température. La température corporelle basale augmente de 0,8 à 0,9 degrés Celsius après l'ovulation. Cela est causé par la progestérone, qui affecte la thermorégulation du cerveau. Pendant l'ovulation, la température chute considérablement, puis augmente fortement, ce qui permet de savoir à quel moment l'ovulation a lieu si la température corporelle est suivie. Également appelée la courbe de température, certaines femmes de ma clinique utilisent cette méthode pour prédire la date de l'ovulation et à quel moment elles doivent avoir des relations sexuelles. Elle peut également être utilisée par des praticiens généralistes pour évaluer des problèmes relatifs au taux d'hormones pendant le cycle menstruel. Cependant, selon moi, suivre la courbe de température peut provoquer du stress, car les températures doivent être prises tous les matins au même moment, ce qui ne laisse pas de répit et rappelle constamment au réveil que la fertilité est un problème. Selon mon expérience, les inconvénients de la courbe, notamment le stress, dépassent les avantages. Le stress est un énorme problème pour la fertilité, car il peut rendre le cycle menstruel irrégulier et provoquer une hyperactivité du système immunitaire, ce qui affecte l'implantation.
La recherche des signes et des symptômes de l'ovulation est moins stressante et est une méthode plus fiable pour déterminer l'ovulation. Ces signes et symptômes varient d'une femme à l'autre, mais comprennent généralement ballonnement, pertes qui deviennent épaisses et filandreuses, blanc d'œuf, augmentation de l'appétit, augmentation de la libido et pincement au niveau des ovaires. Application pour le suivi de la fertilité. De nombreuses femmes utilisent maintenant des applications de suivi de la fertilité sur leur smartphone afin de suivre leur cycle menstruel et de savoir quand elles vont ovuler et à quel moment elles doivent avoir des relations sexuelles. Ces applications peuvent être très utiles, mais malheureusement, tout comme la courbe de température, elles peuvent également augmenter le niveau de stress, ce qui peut agir contre la fertilité. Étape du cycle menstruel et de la conception. Jours 1 à 5. Les taux de progestérone sont à leur niveau le plus bas, ce qui entraîne les saignements de la muqueuse de l'utérus ne sont plus maintenus, l'hypothalamus envoie des messages GnRH à l'hypophyse pour commencer à sécréter de la FSH et stimuler la croissance de nouveaux follicules dans les ovaires. Jours 6 à 7. L'un des follicules devient dominant et commence à produire une grande quantité d'estrogène, principalement de l'estradiol. Jours 8 à 13. Des taux élevés d'estradiol stimulent l'épaississement de la muqueuse de l'utérus, la production de glaire par les glandes du col de l'utérus, blanc d'œuf. Le rapport sexuel, associé à l'énergie du père, introduit le sperme dans le vagin, où les spermatozoïdes remontent le col de l'utérus en utilisant la glaire cervicale comme une échelle. Jours 14 à 15. L'hypophyse commence à sécréter de la LH, ce qui provoque la maturation de l'ovule et sa rupture avec le follicule. Un spermatozoïde insémine l'ovule. Jours 16 à 25. Le sac vide du follicule est désormais appelé le corpus luteum et commence à produire de la progestérone, ce qui provoque l'épaississement et le maintien de la muqueuse de l'utérus. L'ovule descend la trompe de Fallope vers l'utérus. Jours 25 à 28. L'ovule, désormais appelé morula, arrive dans l'utérus 4 jours plus tard. Au cours des 2 ou 3 jours suivants, il formera un blastocyste et s'intégrera dans la paroi utérine. Si la fécondation n'a pas lieu, le corpus luteum se désintègre et les taux de progestérone chutent, ce qui provoque le début des saignements et le prochain cycle menstruel. Semaine 5 à 8. L'ovule fécondé, désormais appelé un zygote, commence à sécréter l'hormone HCG qui maintient le corpus luteum et la production de progestérone jusqu'à ce que le placenta prenne le relais. Un test de grossesse analyse les concentrations en HCG et le test est positif.